Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vous propose Bonjour. comme... Ah bah je la connais. Elle. Bonjour. C'est bizarre. Ça fait longtemps que t'as pas vu. Ouais, ça fait longtemps. J'ai pas très bien géré le planning familial. J'avais un peu oublié de dire à mon mari que j'étais pas dispo ce soir. Donc du coup, je suis dans un gymnase. Ce qui n'empêche pas que, bien entendu, étant donné que c'est Maëva qui va apporter toute la partie intelligente de la réunion, ça ne va pas nous empêcher de mener à bien cette mission. Ce que je vous propose, c'est comme on ne va pas être très nombreux et puis qu'il y a toujours une petite latence sur l'arrivée des gens, puisqu'on attend encore théoriquement au moins 2 voire 3 participants. C'est peut-être que vous vous présentiez à Maëva et puis que vous précisiez si vous avez des attentes particulières concernant la réunion de ce soir. Ce qu'on a convenu avec Maëva, c'est que d'une manière générale, on attend de l'interaction, hein, donc n'hésitez pas à l'interrompre et à poser vos questions au fur et à mesure, y compris pour demander vraiment des choses concrètes par rapport à ce qui peut vous intéresser dans vos organisations, puisque profitons-en, on sera pas très nombreux. On a Maëva pour nous tout seuls, donc profitons-en. Je passe une petite balle virtuelle à Franck et puis Franck C, hein, parce que nous avons 2 Franck. Et puis je te laisserai continuer à passer la balle jusqu'à ce qu'on ait présenté tout le monde. Ok. Bonjour. Donc Franck Coulange, staff de la société MGD Savane. Voilà. Moi, la piste d'audit fiable, je pense qu'on n'est pas super top chez nous. Voilà. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'on nous remette un peu, enfin pour moi, mettre les choses un peu au clair et voir ce que je peux améliorer chez nous, enfin dans notre société sur ce sujet-là. Surtout qu'on est en train de changer de système d'information, donc voir un peu ce qui peut être amélioré. Ok, très bien. Et je lance ma balle à Claire. Bonjour. Moi, je m'appelle Claire Singer, je suis contrôleuse de gestion. Je travaille avec Laetitia, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, la piste fiable, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on verra. Je vais découvrir ça en live. Donc, pas particulièrement d'attente pour ma part. Ok. Voilà. Et moi, je lance la balle à Carole. Carole, on vous entend pas? On lance une autre balle en attendant. Non. Peut-être que sans les micros, non plus. Peut-être qu'il faut débrancher du coup les micros, Carole. Peut-être qu'en attendant. Et là? Ah oui, ça fonctionne. Bon, voilà ce qui s'est passé. Bon, du coup, je prends la main quand même. Donc, Carole Poisson, j'étais directrice comptable d'un groupe d'assurance jusqu'à l'année dernière. Je suis expert comptable et je n'ai pas d'activité actuellement. Mais bon, j'ai entendu parler de la piste d'audit fiable. Puisque c'était un sujet important dans ma précédente entreprise. Et l'objectif, c'est de participer, enfin de contribuer aux échanges et de vous écouter aussi, vous, Maëva, sur toute l'actualité à ce sujet. Très bien, merci beaucoup.
Ah ben, je passe la balle à l'autre Franck alors. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Franck Valton, donc moi je suis parti du siège américain du groupe Alkegen, vous voyez derrière, donc je supervise des sociétés notamment en Europe. Alors nous on a de la piste d'audit, enfin on a des pistes d'audit différentes par pays, on en a une en France. Après moi je suis intéressé par les échanges pour voir si notre piste d'audit est bonne. La difficulté de la piste d'audit c'est surtout de la mettre à jour avec les systèmes. Et nous, ce qui est un petit peu compliqué dans la piste d'audit, c'est que nos traitements comptables sont réalisés dans plein de pays. L'Inde, en Europe de l'Est, décentralisé, donc complexité avec multisystème et on n'a pas eu encore de contrôle fiscal avec l'administration, avec toute cette décentralisation. Donc voilà, c'est un peu le point là-dessus qui m'intéresse, moi, des échanges. Ok, très bien. Mais on a une piste Merci. d'audit. Mais vous avez une piste d'audit. C'est déjà bien. Ok, et je crois qu'il reste Baptiste. Eh oui, je passe la balle, excuse-moi, Baptiste, à Baptiste. Merci. Du coup, Baptiste, RAF chez groupe Nasewin. Et en effet, la piste d'audit fiable, il n'y a rien de rédigé, ça c'est sûr, Ok. chez nous. Donc, en effet, j'ai une vague idée de ce que c'est, un peu comme Claire. Mais en effet, ce serait bien de formaliser tout ça. Et du coup, je suis assez curieux de comment faire ça et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut mettre ça en place. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de poursuivre. Déjà, merci à tous pour cette présentation. Donc, moi, je vais me présenter très rapidement. Je travaille au sein du cabinet Forvis Mazars en tant que responsable fiscal. J'ai un peu moins de 15 ans d'expérience en matière fiscale, puisque précédemment, j'ai travaillé en cabinet d'avocat à Paris et j'étais dans un service où l'on ne faisait que de la TVA. Je suis passionnée par cette matière, donc j'ai eu l'occasion de faire énormément, de rédiger énormément de pistes d'audit, de documentation de pistes d'audit fiables. Et d'en superviser également. Aujourd'hui, je travaille chez Forvis Mazars. Alors, je ne fais plus que de la TVA. Je fais de la TVA et aussi plein d'autres choses parce que je suis devenue plutôt généraliste. Et je fais de la fiscalité principalement d'entreprise, un tout petit peu de fiscalité personnelle, mais vraiment à la marge. Et donc, dès qu'il y a des sujets TVA, piste d'audit, facturation électronique, c'est avec un immense plaisir que je me porte volontaire pour échanger avec vous, avec les entreprises, avec les dirigeants pour minimiser vos risques. Parce que je vois qu'il y a il y a de plus en plus de contrôles et de plus en plus de contrôles en matière de TVA. Et je ne crois pas me tromper, sauf si vous faites exception à la règle. Généralement, la TVA n'est pas une matière très appréciée parce que souvent vue avec pas mal de complexité, notamment lorsqu'il y a des opérations à l'international. Et pour autant, c'est un sujet qui devient de plus en plus un sujet de prédilection pour l'administration fiscale. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler documentation piste d'audit fiable, facturation électronique également. Comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, vraiment, on est un petit groupe. Donc même si on est en distanciel, n'hésitez pas à m'interrompre, à me couper, à me poser toutes vos questions. Voilà, pourrait y avoir un temps d'échange après, mais vraiment, sentez-vous libre de me dire, voilà, si vous avez déjà identifié des sujets, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, notamment parce que la piste d'audit fiable, c'est un sujet qui peut sembler abstrait. Donc, je vais essayer de faire en sorte de le rendre le plus concret possible en vous faisant part de mes retours d'expérience. Et dans le support, j'essaie de schématiser, de montrer des éléments concrets sur comment synthétiser les flux, par exemple. Mais si c'est pas suffisamment clair, si ça manque de précision, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre.
Donc, ce que je vous propose, je vais vous partager Excuse-moi, mon... Maëva, je te Oui, coupe une petite seconde parce que j'ai oublié de pas de préciser souci. quelque chose au début. Comme j'ai eu pas mal de demandes de replay, j'ai pris la liberté d'enregistrer la conversation. Ça a dû s'afficher quand vous avez rejoint la réunion. Néanmoins, je voulais juste valider que c'était OK pour tout le monde parce que du coup, vous serez dans l'enregistrement. Ok, c'est Personne ne noté. s'y oppose, c'est bon? Pas de Ok. souci. Alors, je vous laisse faire. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Hop. Vous me dites si vous le voyez correctement. C'est OK pour vous? Oui, Alors, c'est par bon, contre, oui. Ouais, ouais. Bon. ouais, Ça arrive, génial. ouais. Alors, par contre, je ne vous vois plus, moi, de mon côté. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Parce que sur ces sujets-là, TVA, piste d'audit, vraiment, je pourrais parler pendant 3 heures. D'ailleurs, je vais mettre un chrono. Donc, vraiment, voilà, sentez-vous libre de me poser vos questions. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la piste d'audit fiable. Pourquoi? Parce que c'est une obligation qui, on va le voir, porte sur toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais comme l'a indiqué Laetitia dans son invitation, dans l'invitation pour cette présentation, c'est une obligation où, en fait, la facturation électronique, la mise en place de la facturation électronique laisse à penser que cette obligation de documentation PAF, eh bien, deviendrait nulle et non avenue. D'accord? Elle n'aurait plus aucune utilité, elle ne serait même plus exigée. Ce qui est faux. Ce qui est faux en partie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré la mise en place de la facturation électronique, donc d'ici 2026, enfin septembre 2026 ou septembre 2027, selon la taille des entreprises, vous resterez, dans tous les cas, normalement, toujours soumis à cette obligation de documentation piste d'audit fiable. Alors, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est ce que c'est que cette piste d'audit fiable. Parce que tout à l'heure, enfin voilà, pour certains, vous savez déjà de quoi il s'agit, de quoi il retourne, et puis pour d'autres, ça reste encore une notion un petit peu floue. La deuxième partie, enfin dans un deuxième temps, on verra l'utilité de la piste d'audit fiable, notamment parce que beaucoup pensent que cette obligation, elle est purement fiscale, et qu'elle a une utilité purement fiscale et du coup, on a tendance à la mettre, de côté et à pas s'atteler, à cette tâche et en réalité, j'en ai fait, pas mal, j'en ai fait même beaucoup des documentations, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises sur l'établissement de ces documentations et en réalité, c'est une obligation fiscale. Donc certes, en cas de contrôle, ça peut vous être demandé, donc ça simplifie la vie de pouvoir la fournir à l'administration fiscale, mais en réalité, la mise en place de cette documentation a des vertus énormes, autres que fiscales. Et on va le voir ensuite. Dans un troisième temps, on verra les écueils à éviter. Bon, ça, c'est un peu un pêle-mêle de tous les écueils que l'on a pu voir ces 10 dernières années sur la mise en place de la facturation électronique. Dans un quatrième point, on verra la méthodologie du contrôle. En gros, j'ai essayé d'être un peu plus concrète et de vous mettre des exemples concrets sur comment synthétiser les flux dans une documentation. Et ensuite, les différentes étapes pour la mise en place de la documentation. Pour vous permettre d'avoir peut-être une vision un peu plus claire sur les étapes qui vous attendent pour rédiger cette documentation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la piste d'audit fiable? Alors, la piste d'audit fiable, alors je suis désolée, je vais pas forcément suivre tous mes slides. Je lis pas mes slides, je lis jamais mes slides. Ce document-là, il est aussi pour vous, une fois que la présentation sera terminée, pour que vous ayez un support sur lequel vous puissiez vous appuyer si vous avez des questions voilà, plus tard, mais je vais pas suivre slide par slide.
Euh, Qu'est-ce que la piste auditive? Alors, c'est une obligation déjà qui pèse sur toutes les entreprises et c'est une obligation qui pèse sur toutes les entreprises depuis 2013. Alors, il y a une tolérance au 1er janvier 2014. Donc là, on est en 2025, ça fait plus de 10 ans que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, ont cette obligation de disposer en interne d'une documentation. Donc c'est vraiment un document interne, comme la documentation prix de transfert, par exemple. Elles ont cette obligation de disposer de la PAF. Donc là, vous allez me dire, bon, on est en 2025, pour certains, on n'en a jamais entendu parler, pour d'autres, vous pourrez me dire, et c'est vrai, c'est la réalité, j'ai été contrôlée et on ne me l'a jamais demandé, ce qui est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le contexte de cette piste d'audit fiable. Parce que je trouve que si vous comprenez le contexte, vous allez comprendre davantage ce qu'on attend de vous dans la documentation. Quelles sont les informations que vous devrez renseigner dans cette documentation. Alors, il faut savoir déjà que par an, juste en France, la TVA, elle représente alors c'est difficile à chiffrer, mais elle représente entre 20 et 25 millions de fraudes en France, juste pour la partie TVA. Donc en France, par an, la fraude à la TVA, c'est 20-25 millions de recettes en moins pour le Trésor français. Et c'est cette année, c'est à partir de, depuis entre 2021 et 2025. C'est assez difficile pour l'INSEE de chiffrer ça. Et vous voyez, on a mis de plus en plus de plus en plus d'obligations qui pèsent sur les entreprises. Et malgré ça, malgré ces contrôles, eh bien, on en est quand même là. Et c'est juste pour la TVA. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, dès 2010, s'est dit, OK, donc là, on va vers la digitalisation, on va vers le tout digitalisé. Demain, il n'y aura plus de factures papier. Mais qui dit digitalisation dit risque de fraude accru. Tout de suite, l'Union européenne a vu ça, donc dès 2018, même avant. Et en fait, en 2018, elle a adopté une directive pour harmoniser les obligations en matière de facturation et notamment de limitation de la fraude au niveau européen. Donc cette obligation de PAF, elle est européenne, elle n'est pas que française. Et donc l'Union européenne a dit, eh bien, dans chaque État membre, je veux qu'il y ait une obligation pour chaque entreprise de mettre en place des contrôles documentés et permanents et que ces contrôles documentés et permanents fassent l'objet d'une documentation, la documentation PAF, et l'objectif, c'est de sécuriser au maximum et les entreprises et le Trésor français, en l'occurrence, parce que ça contraint les entreprises à mettre en place des contrôles qui soient efficaces et qui soient permanents pour limiter la fraude à la TVA. Parce qu'on sait tous, enfin, je prends un exemple assez grossier, mais qui est, on sait tous modifier un document PDF aujourd'hui. Un document PDF classique qui n'est pas sécurisé, on peut tous le modifier. Même si on n'est pas des pontes en matière en informatique, on peut tous modifier un document PDF. Or, la plupart des factures aujourd'hui, on les reçoit sous format PDF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très clairement modifier le montant de la TVA déductible. C'est-à-dire que je reçois une facture, au lieu d'avoir 10 de TVA déductible, je rajoute un 0, ça fait 100, je modifie un petit peu ma facture, je modifie les montants, je rajoute des zéros partout, et j'envoie cette facture au Trésor en disant, voilà, je demande la restitution, le remboursement de la TVA à hauteur de 100 et non pas de 10. Je grossis un peu le trait parce que les fraudes sont un tout petit peu plus complexes que ça. Mais toujours est-il que c'est possible. Donc, pour limiter ces risques de fraude, chaque entreprise doit faire une documentation, sauf dans 2 cas. Sauf si tous ces flux achats et ventes sont munis, donc font l'objet d'une facturation avec une signature électronique. Donc, signature électronique, c'est quoi? C'est un document PDF avec une signature électronique. C'est-à-dire qu'il y a un petit encadré, souvent c'est en haut à droite, qui nous dit, voilà, le document ne peut pas être modifié, il fait l'objet d'une sécurité. Et attention, il faut que ce soit une sécurité. Alors, il y a des
des graduations hein, dans les niveaux de sécurité des documents PDF. Et là, il faut que ce soit un 2 étoiles, RGS 2 étoiles minimum. Si c'est que une étoile, ça ne marche pas. Ça vaut, c'est pas que ça vaut presque rien. Donc, si toutes vos factures achats et ventes font l'objet d'une facturation avec sécurisé 2 étoiles RGS, pas besoin d'émettre une documentation PAF. De la même manière, si tous vos flux de factures achats et ventes sont émis ou reçus sous format EDI, donc échange de données informatisées, pas besoin de PAF, parce que la fraude est impossible, quasi impossible en format EDI. Donc ça marche surtout pour tout ce qui est grande distribution. Toutes les grosses entreprises qui travaillent dans la grande distribution, la plupart du temps, la quasi-totalité de leurs flux de factures sont émis en format EDI. EDI, ça veut dire que la facture d'achat et de vente passe directement dans les réseaux et passe directement entre le réseau de l'acheteur et du vendeur sans qu'il y ait d'émission de facture papier. Franck, je vois que vous avez, j'ai vu une petite main levée. C'était juste une précision. Quand vous parlez d'EDI, vous parlez d'EDI fiscal, en fait. Parce Oui, qu'il y a tout à plusieurs fait. niveaux d'EDI. C'est un autre niveau d'EDI, exactement. Là, c'est une définition très spécifique de l'EDI, exactement. Parce que souvent, il y a une confusion entre l'EDI, notamment parce que c'est assez récurrent dans l'industrie automobile d'utiliser l'EDI, mais l'EDI fiscal est un autre niveau Tout à fait. d'information. Tout à fait. Il est plus spécifique et plus strict. Oui, voilà, c'est juste pour préciser. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et donc, si vous avez ce fameux EDI fiscal, mais pour toutes vos factures achats et toutes vos factures ventes ou cette signature électronique, pas besoin de PAF. Mais ce qui revient in fine à des situations où la quasi-totalité des sociétés françaises doivent avoir une documentation piste d'audit fiable. L'objectif de la documentation, c'est que vous devez démontrer il faut démontrer l'authenticité de l'origine de la facture. Par là, on veut dire qu'on doit démontrer que le fournisseur, par exemple, si on est sur la partie achat, on connaît parfaitement le fournisseur. C'est-à-dire qu'on a fait les contrôles en amont sur ce fournisseur. On a validé son numéro SIRET, son numéro de TVA. On a validé également que eh bien, la facture correspondait bien au bon de commande qui avait été passé en amont. Donc là, on valide l'authenticité de l'origine. On dit, il y a des critères AIL, donc authenticité, intégrité du contenu. Ça veut dire que l'intégrité du contenu de la facture, ça veut dire qu'à aucun moment dans le process, dans le cheminement de la facture, cette facture n'a pu être modifiée. Il faut montrer qu'on a mis des contrôles suffisamment efficaces et pertinents pour empêcher la modification de cette facture. Il faut montrer aussi la lisibilité de la facture. Alors, montrer la lisibilité, ça veut dire qu'il faut être capable, en cas de demande de l'administration fiscale, dans 6 ans par exemple, eh bien, on est capable d'aller chercher la facture souhaitée par l'administration fiscale et qu'elle soit lisible, c'est-à-dire que son format n'est pas bougé. Si elle est émise avec alors ça allait loin hein, jusqu'ici, c'est qu'à un moment donné, l'administration fiscale exigeait même que, par exemple, si la facture était émise avec un livret rouge sur le côté gauche, il fallait que, elle soit archivée avec un livret rouge en couleur, avec le livret rouge, et quand je ressorte la facture 6 ans plus tard, ce soit toujours avec ce fameux livret rouge, etc. Et l'administration fiscale a un tout petit peu assoupli, donc il faut quand même que les données essentielles de la facture soit lisible. Donc ce fameux livret rouge, s'il n'est pas nécessaire pour identifier le logo de la société qui émet, etc., c'est pas grave. On n'est pas obligé de l'archiver en couleur, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment authenticité, intégrité, lisibilité de la facture. Alors, la PAF, il y a ce que c'est et ce que ça n'est pas parce qu'on a voulu vous montrer
ce que c'était vraiment concrètement. Et puis c'est surtout qu'on a souvent des clients ou des prospects qui, quand on leur explique tout ça, nous disent oui, enfin bon, j'ai des rapports CAC, j'ai des rapports d'audit interne, tout ça fait que bon bah finalement j'ai ma PAF. Pas exactement. C'est-à-dire que tous ces documents peuvent vous servir à mettre en place la PAF, mais ne sont pas suffisants pour justifier de la détention d'une PAF auprès de l'administration fiscale. La PAF, c'est quoi? C'est vraiment un document. Alors, on n'a pas de forme déterminée par de format, on va dire ça comme ça, déterminé par l'administration fiscale. L'administration fiscale, vraiment, il y a un BOFIP où elle nous dit, je veux une documentation PAF. Donc, il y a un article du CGI qui fait vraiment 3 lignes. Et puis après, j'ai un BOFIP. Donc, ce sont les commentaires de l'administration fiscale, mais elle ne nous donne pas de modèle. C'est-à-dire que vraiment, en 2014, quand on a commencé à se pencher sur le sujet et qu'on a commencé à faire des formations sur la PAF, on avait autour de la table, comme là par exemple ce soir, on avait des inspecteurs de l'administration fiscale qui venaient se former parce que eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qu'il fallait attendre en quelque sorte. Donc, on n'a pas de document tout fait. Donc, en gros, vous êtes libre sur le format. Ça peut être un document Word, ça peut être un document PowerPoint. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'il faut que dans ce document, vous décriviez les contrôles qui sont réalisés dans l'entreprise. Et il faut justifier que ces contrôles sont effectifs. Le tout, c'est pas de dire, quand je reçois ma commande, bah, je vérifie qu'elle est conforme au bon de commande et puis il faut que ce soit la réalité déjà, parce qu'il ne faut pas décrire des contrôles qui ne sont pas réalisés effectivement, et il faut qu'ils soient fiables et il faut que vous puissiez les justifier. Donc si l'administration vous dit bah, prouvez-moi que vous réalisez bien ce contrôle, il faut que vous soyez en capacité de le prouver. Il faut, c'est un exercice, alors on a mis c'est un exercice très spécifique nécessitant un savoir-faire dédié. Bon, en fait, ce qu'on a voulu mettre par là, c'est surtout qu'il faut une sorte de chef de projet dédié à la rédaction de la PAF. La PAF, il ne faut pas qu'elle soit rédigée par un stagiaire. Ce que j'ai vu d'ailleurs, j'ai fait cette même présentation à un de nos clients et après, il l'a confié à son stagiaire. Bon, du coup, après, on les a accompagnés pour finaliser, mais en fait, il faut quelqu'un qui connaisse bien l'entreprise, quelqu'un qui se saisisse du projet, parce que c'est un projet qui est assez chronophage, on va pas se mentir, qui peut prendre du temps, qui nécessite bah, une bonne connaissance de l'activité de la société, une bonne connaissance des interlocuteurs. Pourquoi? Parce que la piste d'audit fiable, c'est un travail qui doit être collaboratif. Alors, selon les cabinets hein, qui accompagnent les entreprises pour la rédaction de cette PAF, vous aurez certainement des cabinets qui vont se focaliser uniquement sur la partie TVA parce que c'est là qu'est le risque. Alors moi, j'ai été formée différemment, c'est-à-dire que tout de suite, enfin, pour nous, pour pouvoir justifier de la mise en place de contrôle, pour nous, il y a vous devez regarder 3 pans. Et finalement, la TVA n'est qu'une sorte de prétexte pour rédiger la PAF et pour sécuriser vos approches et puis pour rendre peut-être l'exercice plus intéressant que de la pure obligation en cas de contrôle et en cas de demande de la part de l'administration fiscale. Nous, on va regarder le contrôle interne parce que c'est au niveau du contrôle interne que vous suivez tous vos flux et tous les contrôles qui sont réalisés. Est-ce que ma facture correspond bien à mon bon de commande? Est-ce que le produit reçu correspond bien, la quantité reçue correspond bien à ce que j'ai commandé? Est-ce que le contrôle de ce fournisseur a été réalisé? Comment est-ce qu'on choisit un fournisseur? Voilà, est-ce que quand j'ai un besoin, comment je sélectionne mes fournisseurs? Quels sont les contrôles qui sont réalisés? Comment est archivée ma facture? Combien de temps? Quel est le logiciel utilisé pour archiver? Qui a accès à la zone d'archivage? Est-ce que n'importe qui y a accès? Est-ce que c'est limité? Qui peut passer, a le droit de passer telle commande à partir de tel montant? Vous savez, parfois, alors je ne sais pas si c'est le cas dans vos sociétés, mais souvent, bah, je ne sais pas, au-dessus de 1 000 €, il faut la validation du N+1, et puis si c'est au-dessus, entre 1 000 et
voilà, entre certains seuils, on va nécessiter la validation du N+2, etc. En fonction de la typologie des produits également. Donc ça porte enfin, c'est plutôt du contrôle interne. Mais il faut quand même le documenter dans la PAF. Pour la partie, donc vous avez la partie contrôle interne, vous avez la partie TVA. La partie TVA, c'est un exercice que vous devez faire presque en amont de la PAF. Il faut finalement que vous justifiez que le traitement TVA que vous appliquez sur vos factures, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous faites de l'international, si vous vendez par exemple dans un autre pays de l'Union européenne des biens, les biens sont vraiment expédiés par exemple de la France à l'Allemagne, il n'y a pas de TVA sur ces factures. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que vous appliquez le bon traitement TVA? Est-ce que vous mettez de la TVA? Oui, non? Et si vous n'en mettez pas, est-ce que la bonne mention figure sur votre facture? Donc ça, c'est plutôt pour la partie TVA. Vous devez valider que le traitement TVA que vous appliquez sur vos factures, il est correct. Et quels sont les contrôles que vous réalisez pour vous assurer que la TVA n'a pas été collectée à juste titre, que les mentions sont correctes sur vos factures. Ça, c'est plutôt pour la partie TVA, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est toute la partie IT, outils applicatifs. Vous devez décrire dans votre documentation PAF les outils que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez, quel ERP vous utilisez, qui y a accès, qui le paramètre, voilà, est-ce qu'il y a des spécificités? Tous les outils que vous utilisez uniquement pour la partie commande et facturation et archivage. Hein, si vous avez un outil RH, par exemple, vous n'en parlez pas dans la PAF. Il faut vraiment que vous décriviez tout ce qui se passe aux bornes de la facture, de l'archivage et du paiement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une expérience collaborative, parce que il faut que tous les services finalement de la société soient impliqués dans la rédaction de cette documentation. Ça ne peut pas être une personne dans son bureau qui rédige la PAF. Il faut un chef de projet et que ce chef de projet aille interroger voilà, le service achat, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, comment vous identifiez un nouveau fournisseur, quels sont les contrôles que vous réalisez et que vous suiviez la chaîne comme ça jusqu'à l'archivage de la facture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je regarde l'heure. C'est une sorte de process interne ou pas alors? C'est une sorte de process interne, mais qui est dédié à la facturation. En D'accord. gros, du coup, ce que vous devez décrire dans votre PAF, du coup, je vous fais un peu, je regarde si... ce que vous devez décrire dans votre PAF, très concrètement, c'est tous vos flux achats, tous vos flux ventes. Et donc, en fait, vous allez commencer par cartographier vos flux. C'est-à-dire, il faut que vous commenciez par vous dire, OK, qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je vends et à qui? Par exemple, si vous achetez des biens et des services, vous aurez déjà 2 cartographies. Donc, achat de biens, on prend l'exemple d'un achat de biens. Et vous allez devoir expliquer, alors nous on le fait sous forme de schéma, hein, plus que de rédaction, que de description. Vous devez expliquer pour la partie achat tout ce qui se passe dans la chaîne documentaire, depuis l'émission du besoin jusqu'à l'archivage de votre facture d'achat. D'accord? Vous devez dire, voilà, donc il y a l'émission d'un besoin par le service, je sais pas, on voit une diminution dans les stocks, il y a l'émission d'un besoin, on identifie les fournisseurs, donc il y a des demandes de devis qui sont faites, comment est-ce qu'on sélectionne ces fournisseurs, et ainsi de suite. Ensuite, on commande le bien, il y a l'émission d'un bon de commande, ensuite on le reçoit, et ainsi de suite. Vous décrivez tout ce qui se passe jusqu'à l'archivage de la facture finale. Et quand vous décrivez chaque étape des process, achat et vente, il faut la même chose pour les ventes. Et donc, à chaque étape, vous devez associer des contrôles qui sont réalisés à chaque étape. Par exemple, à l'étape réception de la facture, pour la partie achat, je reçois la facture, qu'est-ce qui se passe? Qui reçoit la facture? C'est le service comptabilité, achat. Et quel contrôle est fait? Quels contrôles sont faits? Par exemple, il peut y avoir le contrôle, on valide que la facture, le montant figure bien, enfin, le montant qui figure sur la facture correspond bien à celui qui figure sur le bon de commande. Ça, c'est le premier contrôle. Deuxième contrôle qu'on va attendre, c'est est-ce que les mentions sont correctes? Donc, c'est un contrôle, voilà, pour valider que le traitement TVA est correct, il faut l'indiquer.
Et ça, à chaque étape. Ce que... Je juste un commentaire, je rebondis. C'est vrai que nous, là-dessus, on a, dans les processus, on a fait autant de cartographie de nature. Par exemple, C'est bien, on a une vente de déchets, on fait des déchets, même si c'est mineur. On a fait une c'est très bien. cartographie spécifique à la vente de déchets, une spécifique aux achats matière, une quand on fait du transport, c'est pas la même cartographie. Eh bien, c'est très bien. Quand on fait des notes de frais, c'est pas la même cartographie, c'est pas le même contrôle. Donc en fait, pour chaque flux, pour chaque nature, on va dire, de coût ou de vente, on a fait une cartographie spécifique avec des contrôles spécifiques. Et à chaque fois, on a fait une vérification des accès informatiques, les Shark IT, on a mis les livrets d'accueil en disant quelles étaient les règles éthiques, ce que pouvaient faire les gens ou pas, quels étaient leurs accès, qu'est-ce qu'on donnait aux gens qu'on les recrutait. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on allait dedans et plus on descendait dans la cartographie, la difficulté après, ça a été de faire la synthèse. Oui, alors vous avez tout à fait raison. L'une des rares choses que nous dit l'administration fiscale dans le BOFIP, c'est qu'il faut une cartographie par typologie de flux. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui change dans la chaîne, eh bien, il faut une nouvelle cartographie. Donc, et vous avez fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire que déjà, il faut recenser tous les types d'achats que vous avez, ou tous les types de ventes que vous avez également. Donc, une fois que vous avez identifié tous ces types, donc là, vous avez, oui, note de frais, voilà, note de frais, vente de déchets, donc ça pour la partie vente. Enfin, vraiment, vous devez faire ce que vous faites, c'est-à-dire une cartographie par typologie de flux. Par contre, je vous rejoins. C'est là où on a pas mal d'échanges entre collègues parce que il faut pas non plus faire une usine à gaz. L'idée, alors je vous donne mon approche, c'est que parfois quand on commence à lister, on se rend compte qu'on a une typologie de flux qui est énorme. Et du coup, on va cartographier. Et puis souvent, quand on commence à échanger, on se rend compte que bah, là, ouais, mais il y a tel process, telle spécificité pour tel fournisseur. Et respecter scrupuleusement cette règle nous amène des fois à faire des documents de 80 pages. Et en fait, pour moi, certes, ça respecte la demande de l'administration fiscale, mais en réalité, ça peut complexifier les choses. Moi, dans un premier temps, je suis partisane du fait de cartographier les flux principaux, les flux sur lesquels vous avez le plus gros enjeu. Et l'enjeu en matière de PAF, c'est le montant de la TVA déductible et le montant de la TVA déductible. Donc déjà, moi, je commence toujours par cartographier mes flux achats. Et ensuite les flux ventes et les flux, et je cartographie dans un premier temps les flux les plus importants. Qui dit important, qu'est-ce qui est important? Pour moi, les flux les plus importants, c'est ceux sur lesquels j'ai le plus gros enjeu de TVA déductible et collecté. Parfois, vous avez, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais par exemple, la vente de déchets, c'est parfois pour certains je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais pour certains de nos clients, ça va être à la marge. Ça va représenter que quelques factures avec des montants limités. Eh bien, on se dit, OK, ça, on le fera dans un second temps. Et puis, si ce n'est pas cette année, bah, ce sera l'année prochaine. Parce que souvent, on a beaucoup de clients qui disent ah mais c'est un travail colossal, ça va me prendre énormément de temps, et puis du coup qui s'y mettent pas ou vraiment à reculons. Et vraiment la documentation piste d'audit fiable, c'est un document qui doit vivre, qui Je doit pense, être. je pense que c'est ça le problème, parce que je dirais faire une piste d'audit, c'est long, c'est fastidieux, et puis en fait, nous, on est parti de très très loin, puis après on a condensé en se limitant au risque, et puis en disant on va finir une cartographie avec une page, c'est-à-dire on donne une synthèse, une page à l'administration fiscale pour pas qu'il soit perdu, puis il y a le détail derrière. Mais le problème après, c'est de la faire vivre, parce qu'en fait, ça change en permanence. Et en fait, moi je crois il me semble que la règle, c'est une piste d'audit par année. C'est-à-dire si vous changez, il y en a une, et s'il y a des changements dans l'année, vous êtes obligé de faire la mise à jour. Donc c'est là où en fait c'est vraiment très très lourd à gérer, parce qu'en fait la vie d'une entreprise, c'est des changements en permanence. Et quand on change les processus ou quand on change des règles ou informatiques ou le site de l'ERP évolue, faut bien penser à modifier la piste d'audit. Et c'est là en fait où
je pense souvent, enfin, c'est peut-être, nous, on est les premiers, c'est qu'on est peut-être bon à la faire, mais après, faut la maintenir. Et maintenir quelque chose, c'est encore plus compliqué que faire, parce que c'est routinier, Oui, quoi. parce que Oh, c'est routinier, puis parce qu'on l'a pas forcément calé dans son agenda, là où la mise en place de la documentation, c'est un projet que l'on ouais, a calé, mais la mise à jour, souvent, c'est pas le cas. ouais, Mais je vous rejoins, vous avez raison. En fait, la documentation piste d'audit fiable, c'est une documentation qui est annuelle et qui est par entreprise. Donc, c'est pas au niveau du groupe, déjà. Et effectivement, elle est annuelle, c'est-à-dire que tout changement qui est intervenu dans l'année doit conduire à sa prise en compte. Enfin, ce changement doit être pris en compte dans la PAF. Donc, j'entends votre point, hein, que c'est fastidieux et que c'est ça le plus compliqué. Et du coup, je le dis. Bon, je suis enregistrée, mais je peux pas l'écrire parce que c'est pas, enfin, la réglementation n'est pas rédigée comme telle. Mais moi, honnêtement, je vous invite à prendre en considération les changements sur les flux les plus significatifs. Parce que le problème de la PAF, ça peut, dans un certain sens, si on veut trop bien faire, pour l'avoir vécu, hein, parfois on veut trop bien faire, on veut trop détailler, trop expliquer, et le trop d'informations conduit finalement, à, finalement, ça rend les choses moins claires pour l'administration fiscale. Il faut se mettre dans la tête, en fait, il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est à quoi va servir ce document. Alors, il va servir pour vous en interne, vraiment, vous devez en faire quelque chose de pratique pour vous. Enfin, vraiment, il faut pas que vous le voyez comme une simple obligation en cas de demande de l'administration fiscale. Sinon, c'est pas intéressant, vous allez jamais vous y mettre. Et puis, vous n'allez pas le rédiger comme un outil qui peut vous être utile. Or, c'est un outil qui peut vous être utile parce que une fois que vous avez quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, ou parfois, moi, je vois des entreprises où en fait, il y a des personnes qui sont là depuis 30 ans, elles ont toute la connaissance, tout le savoir, elles ont tout l'historique, et puis quand elles s'en vont, en fait, il n'y a plus rien. Où il y a plus grand-chose. Il y a quelques process détaillés par-ci, par-là, mais il n'y a rien d'harmonisé, il n'y a rien de structuré. Et cette PAF-là, cette documentation peut vous servir à finalement décrire des process, de savoir qui fait quoi, quels sont les contrôles, comment est-ce qu'ils sont faits, comment ils sont paramétrés dans l'outil. Et puis pour tout nouvel arrivant, pour toute personne qui arrive, qui reprend la direction, en fait, c'est une mine d'or. Et c'est hyper vertueux. Pourquoi? Parce que parfois, moi, je me rends compte que, enfin, en faisant la PAF de nos clients, et ben, les clients, ils s'imaginent. Déjà, souvent, les services ne se parlent pas entre eux. Là, ça oblige les services à se parler entre eux. Et puis, certains, des fois, on se rend compte qu'il y a des contrôles où on pensait qu'ils étaient faits. En fait, ils ne sont pas faits, ou ils ne sont pas formalisés. Donc, c'est pas bien, il faut les formaliser. Ou parfois, on se rend compte aussi il y a les deux services qui font le même contrôle. Donc ça permet un peu de fluidifier les échanges, de gagner du temps et de l'efficacité. Et là où je vous rejoins, je reprends mon point sur la mise à jour en quelque sorte. Il faut toujours se dire à quoi sert le document in fine, donc c'est pour mes propres besoins et puis pour les besoins à la demande de l'administration fiscale. L'inspecteur ou l'inspectrice qui va arriver dans l'entreprise, il connaît pas votre entreprise, il connaît pas votre activité, il connaît rien, il ne connaît pas vos outils applicatifs, il connaît rien de vos flux. Donc, si vous lui donnez un document de 80 pages, il va pas le lire. Et vous non plus, vous n'allez pas le lire. En plus, vous devez harmoniser le document tous les ans, donc, ou le mettre à jour. Donc, 80 pages, c'est trop long. Il faut toujours se dire, il faut faire bien, simple, il faut que ce soit clair et concret. Plus vous allez mettre des détails, plus on va se poser des questions, moins l'administration fiscale potentiellement va comprendre, parce qu'il y a trop d'informations. Et puis c'est là où elle va vous poser des questions. Et puis finalement, ce que vous aurez cherché à faire, c'est-à-dire être le plus clair possible, ça n'aura pas marché, ça fera l'effet inverse. Moi, je suis vraiment partisante de se dire, ok, en fonction de la taille de l'entreprise, il faut une PAF plus ou moins grande, plus ou moins longue. Je pense que pour certaines entreprises, vraiment, alors déjà pour les TPE, la PAF peut être pour l'administration fiscale orale. Ce qui est un faux cadeau, hein, vraiment. Pour moi, il faut toujours un document écrit, même pour les TPE, parce que quand vous avez l'inspecteur qui débarque chez vous,
et qui vous pose des tas de questions, vous n'avez pas forcément les idées claires pour bien expliquer tous les process en interne. Et c'est là où vous allez potentiellement faire des erreurs, donner des informations qu'il ne fallait pas donner. Et c'est là où vous aidez finalement l'administration fiscale à trouver des sources de redressement. Donc pour moi, il faut toujours un document écrit qui peut faire quelques pages, qui peut faire une dizaine de pages, mais pas plus de 30 pages pour les plus grosses entreprises. Pour moi, c'est entre 10 et 30. Et le document Voilà, principal, on n'est pas trop mal. Hein. On- vous avez combien de pages? Je regardais, elle fait 22 pages, donc ça va. 22 pages, mais vous êtes pas mal, vous êtes bien. Après, vous pouvez mettre plein de documents qui sont déjà, par exemple, vos documents internes que vous avez déjà. On les Type, a mis en je sais, annexe. vous On les l'a mettez en annexe, On a c'est mis en très bien. annexe selon, enfin, on a fait un référentiel en disant voilà, et c'est beaucoup plus facile en fait à la mise à jour, puisqu'en fait, alors nous on a la particularité en plus d'être ISO, c'est qu'on a la certification douanière. Donc en fait, tout s'articule en fait. C'est pour ça que je disais que c'était un peu plus facile ou pour la raison pour laquelle on a fait la piste de lead. C'est comme on avait une obligation déjà par la certification douanière d'avoir une documentation et qu'on était aussi filiale d'un groupe américain sous Sarbanes-Oxley. Donc, je dirais, tout se combinait et on a essayé de faire un mix de tout pour avoir quelque chose qui soit facilement, on va dire, qu'on puisse faire une mise à jour la plus simple possible. Mais moi, si je devais retenir quelque chose et partager au groupe, c'est partir du plus large, vraiment très large, et synthétiser. C'est là où, en fait, l'exercice est le plus difficile en disant, voilà, qu'est-ce qui est important? Tout à fait. Et je vous rejoins complètement en disant il faut donner un document qui soit suffisamment détaillé à l'administration, mais qui ne soit pas non plus un bouquin où, au bout de 2 pages, vous disiez, on est en train de noyer le poisson. Ouais. Et l'esprit de faire une synthèse, alors là, ça reste souvent ce qui est le plus difficile, quoi. Et c'est là où on a passé le plus de temps à essayer de réduire l'information pour qu'elle soit. Parce qu'autrement, on aurait pu faire, comme vous le disiez, un bouquin sur la piste de lead, mais c'est illisible, quoi. Bah, c'est ça. Et alors, nous, bah, pour rendre le document plus lisible, nous, alors, je vais passer tout ça, je vous ai dit qui était concerné. Mais en fait, nous, je suis désolée, je vais passer les slides, après j'y reviendrai. Je peux vous montrer ce qu'on a fait. Enfin, nous, on essaye de faire des schémas. Vraiment, je suis désolée, je passe, mais nous, on fait des schémas comme ça. On fait beaucoup de logigrammes. Je vous passe le schéma d'après. On fait beaucoup de logigrammes comme ça. Enfin, là, déjà, on répartit les achats. Bon, là, c'est un exemple, mais achat interne, achat externe. Quand je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est de décrire tout le process achat et vente. Bah, on fait des logigrammes en disant, bah voilà, il y a des articles qui sont référencés dans le RP. Donc, quand c'est le cas, il y a un contrat qui cadre, on valide le contrat. Il y a la demande d'achat qui est faite, l'appel à commande, la réception des produits. Ensuite, on reçoit la facture, on comptabilise, le règlement est fait. Et ce qui manque, c'est même l'archivage. Mais là, c'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous dire que pour essayer d'être plus synthétique, comme vous disiez, vous avez complètement raison. Nous, on essaye de réduire au maximum les éléments trop descriptifs. On fait beaucoup, beaucoup de schémas. Et vous voyez pas sur ce schéma-là, non, vous pouvez pas, on voit pas. Si vous voyez la souris là, en fait, nous, ce qu'on fait généralement, c'est que on décrit comme ça tout ce qui se passe. Et on vient rajouter des petits bullet points en mettant contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3. Et dans un tableau à part, on vient décrire les contrôles qui sont réalisés à chaque étape du process. Et donc n'hésitez pas, et vous avez raison, faire sous forme d'entonnoir, agir sous forme d'entonnoir, c'est une excellente chose. Vous partez de ce qu'il y a des activités ou des achats ou des ventes qui sont les plus significatifs, les plus importantes pour vous, que vous connaissez finalement le mieux. Et après, et même si c'est pas cette année, même si c'est l'année suivante, vous pouvez rajouter des éléments au fur et à mesure et rentrer dans la précision. Donc si je redescends un petit peu, donc là ce qu'on disait, qui est concerné? Tout le monde est concerné. L'administration, alors effectivement, c'est un sujet qui date depuis de plus de 10 ans maintenant. On pourrait se dire, bon, ça fait 10 ans, j'ai été contrôlée, on m'a rien demandé. Ce qui est vrai, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de contrôles encore aujourd'hui,
où la documentation n'est pas demandée en tant que telle. Par contre, il y a deux sujets. C'est que même s'ils ne demandent pas la documentation, l'administration fiscale, ils demandent quand même aux entreprises de décrire leur process. Donc, vous le faites à l'oral, certes, mais si vous l'avez déjà préparé, c'est quand même nettement mieux. Deuxièmement, si aujourd'hui, ils ne demandent pas la PAF, tous, parce que j'ai aussi des clients à qui on demande la documentation de plus en plus souvent, mais ce n'est pas systématique. Si c'est le cas aujourd'hui, ce ne sera pas forcément le cas demain. Parce qu'on a des inspecteurs qui sont de mieux en mieux formés, à qui on demande d'être de plus en plus formés techniquement, donc d'être meilleurs techniquement. Ils ont mis en place, l'administration fiscale utilise l'intelligence artificielle comme tout le monde finalement, et ils demandent alors d'ailleurs, ils recrutent des informaticiens maintenant, avant de recruter des fiscalistes, pour essayer de combiner un maximum de données et de traiter la data, pour rendre finalement les contrôles de plus en plus efficaces. Comme je vous le disais tout à l'heure, la TVA, c'est 20-25 milliards d'euros de fraude. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, et ce qui se passe déjà, hein, c'est que le Trésor et l'administration fiscale, la DGFiP, se focalisent davantage sur la TVA. Et on pourrait se dire, oui, mais avec la mise en place de la facturation électronique, tout ça va s'arrêter. Eh bien, non. Alors déjà, au contraire. Il faut savoir que la sanction est la suivante. Je vous l'ai dit parce qu'elle existe, même si elle est très peu appliquée en pratique. Si vous ne remettez pas la PAF, je l'ai vu une seule fois en plus de 10 ans. Si vous n'êtes pas en capacité de remettre votre documentation PAF en cas de contrôle, à la demande de l'administration fiscale, normalement, l'administration peut remettre en cause toute la TVA déductible sur 3 ans plus l'année en cours. Parce qu'elle considère que votre piste d'audit n'est pas fiable et que donc elle remet en cause la déduction en considérant que vos factures d'achat ne peuvent être considérées comme étant des pièces justificatives. Ça, c'est la première sanction. Pas de PAF, rejet du droit à déduction de la TVA sur tous vos achats sur 3 ans plus l'année en cours. Autre sanction, donc cette sanction-là, je l'ai vue une fois. Autre sanction que j'ai vue beaucoup, beaucoup plus souvent et qui est... c'est tellement dommage, mais je la vois vraiment très souvent, c'est l'administration fiscale et elle va s'appuyer sur la facturation électronique pour mettre en place davantage cette pénalité. C'est la pénalité par 15 € par mention manquante ou erronée sur les factures. Ça, demain, avec la facturation électronique, l'administration fiscale, elle aura qu'à lever le petit doigt pour dire OK, pour identifier ce type d'erreur. Si vous émettez des factures, par exemple, sans TVA, mais que vous ne mettez pas la bonne mention d'exonération, et j'ai pas dit pas de mention, j'ai juste dit pas la bonne mention, parce que ça m'est arrivé, hein. Pas à moi personnellement, mais à un de nos clients. Vous savez, quand vous faites des exportations de biens ou des livraisons intraco, il n'y a pas de TVA sur vos factures, mais il faut une mention. Et l'article n'est pas le même dans un cas ou dans l'autre. Ce client-là a mis les 2 articles sur toutes ses factures en disant bon, et en même temps, c'était plutôt futé. Enfin, on se dit bah, je fais soit des livraisons, soit des exports. Je mets les 2 articles, il y en a bien un qui fonctionnera dans un cas ou dans l'autre. Et ben, l'administration fiscale est venue le contrôler et lui a appliqué les 15 € parce qu'il y avait une mention qui était erronée. Donc ça, demain, ça va s'appliquer de manière automatique. Et vous pouvez me dire, bah, 15 € c'est rien. Mais 15 € si vous avez énormément de factures de vente et que votre paramétrage n'est pas bien fait, que j'ai donc une mention manquante ou erronée, sur 3 ans plus l'année en cours, bon, bah, ça peut commencer à chiffrer selon les factures émises. Et bon, l'amende de 50% du montant des transactions non déclarées, je ne l'ai jamais vu, c'est relativement rare, c'est plutôt en cas de fraude. Donc c'est vraiment les 2 premières qui peuvent être appliquées pour insuffisance ou défaut de PAF. Je vais... Alors, l'utilité de la PAF, je ne vais pas suivre tous les slides, mais l'utilité de la PAF, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez en faire un outil vraiment vertueux.
Vertueux, pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est notamment que vous posez sur le papier tous les process qui sont réalisés à l'achat et à la vente. Donc, et dans cette description, vous dites tout ce qui se passe, mais vous dites également l'outil qui est utilisé pour le faire. Vous indiquez aussi quel est le service qui est sollicité pour réaliser chacune des actions, et vous indiquez également les contrôles qui sont faits et comment est-ce qu'ils sont matérialisés. Il y a tout dans une PAF, il y a toute l'information, il y a énormément d'informations dans une documentation PAF qui peut vous servir à vous en interne. La mise en place de la PAF, c'est aussi un outil qui est important pour la mise en place de la facturation électronique. Et ça, vous ne pourrez pas y couper. Pourquoi? Parce que la mise en place de la facturation électronique, je ne sais pas où vous en êtes sur cet élément-là, de la facturation électronique, mais la facturation électronique, ça nécessite, dans un premier temps, de cartographier tous vos flux. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre en place l'outil de dématérialisation, vous allez devoir donner un cahier des charges à votre prestataire et lui dire, bah voilà, moi, mon activité, c'est ça, je réalise tous ces achats-là, j'achète en France, j'achète dans l'Union européenne, j'achète à l'international, j'achète des biens et des services et je revends à vous allez devoir lui dire si vous vendez à des particuliers, à des professionnels, si vous vendez en France, à l'international. Et si vous vendez à l'international, il va falloir lui indiquer quelles sont les mentions que vous voulez voir figurer sur vos factures. Donc vous allez devoir réaliser cette cartographie des flux. Et en fait, comme vous devez le faire aussi pour la PAF, finalement, c'est deux pour le prix d'un, j'ai envie de dire. C'est un travail que vous allez faire une fois, mais qui va servir à la fois pour votre obligation en matière de PAF et à la fois pour la facturation électronique. Donc, c'est vraiment important. Et la mise en place de la facturation électronique, donc je vous le disais tout à l'heure, 1er septembre 2026 ou 1er septembre 2025 pour la partie vente, mais pour la partie achat, tout le monde, peu importe la taille, devra être en capacité de recevoir les factures d'achat en format dématérialisé au 1er septembre 2026. Et cette obligation, juste pour rappel, elle va s'appliquer à tous les flux franco-français. Donc pour toute la partie internationale, vous pourrez encore émettre ou recevoir des factures en dehors de la digitalisation, en dehors de votre outil de dématérialisation. Donc pour ces flux-là, vous devrez encore avoir une PAF. D'accord? Donc il faudra bien faire attention et donc il faudra encore modifier la PAF à ce moment-là. Et donc il y aura toujours la PAF à partir de septembre 2026, mais elle pourra être plus limitée selon l'outil de dématérialisation que vous aurez choisi. Toujours est-il qu'on pourrait se dire, bon bah j'attends 2026, je vais vivre avec une épée de Damoclès jusqu'à 2026 et puis on verra. Alors oui, c'est une décision de gestion, mais attention parce que l'administration fiscale, elle peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en 2026, elle pourra vous demander votre PAF 2026, 2025, 2024 et 2023. D'accord? C'est une PAF par an et donc elle peut demander la PAF sur les années non prescrites. Alors, les écueils à éviter, je vais essayer de synthétiser un petit peu. Les écueils à éviter. Les écueils à éviter pour la PAF, c'est déjà faire faire la PAF par un stagiaire. Comme je vous le disais, la documentation PAF, elle doit être réalisée par un chef de projet qui connaît bien l'entreprise, bien son activité, qui connaît bien tous les interlocuteurs. Le fait que vous utilisiez un ERP ou un logiciel SAP ne dispense pas d'élaborer une PAF. C'est un document, si vous avez des documents internes sur l'utilisation de votre ERP, c'est un document, comme on disait tout à l'heure, que vous pouvez, dans une certaine mesure, mettre en annexe de votre documentation. Mais ça n'est pas suffisant. La PAF doit être individualisée. Comme je vous le disais tout à l'heure, la PAF au niveau groupe n'existe pas. C'est vraiment filiale par filiale, entité par entité. Chaque entité doit avoir sa PAF. La PAF pour les petites entreprises,
Elle est également obligatoire, elle doit être juste moins conséquente. Vous pouvez faire 5 pages de PAF, où on explique, bah voilà, mon activité. Il faut toujours se mettre à la place de l'administration fiscale en disant, OK, je vais lui remettre un document. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc, décrivez toujours votre activité, la typologie de vos fournisseurs et de vos clients, à qui vous vendez. Est-ce que vous vendez en France? Est-ce que vous vendez à l'international? Est-ce que vous vendez en B2B, en B2C? Vraiment expliquer les choses simplement et vos activités. Et après, vous décrivez, bah voilà, je fais des achats dans tel et tel pays, et puis vous cartographiez chacun des flux. La PAF, ah oui, alors oui, elle doit être fournie, il ne faut pas attendre le contrôle fiscal pour préparer la PAF. J'ai cependant des clients qui l'ont fait. Ça a été sportif parce que du coup, vous avez un délai de 30 jours pour fournir votre PAF après demande de l'administration fiscale en cas de contrôle. Donc, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que du coup, vous avez aussi plein d'autres demandes de la part de l'administration fiscale, en plus de votre travail. Donc, vous avez bien d'autres chats à fouetter que de préparer la documentation PAF en plus de tout ça. Et en plus, du coup, vous pouvez faire des écueils, donner des informations que vous n'avez pas forcément envie de donner à l'administration fiscale. J'ai un client qui l'a fait. Ce que je ne sais pas si c'était satisfaisant ou pas, parce qu'on n'a pas eu de retour de la part de l'administration fiscale. Aujourd'hui, l'administration fiscale, je vous donne l'état des lieux un peu des contrôles en ce moment. L'administration fiscale récolte toutes les PAF. On n'a pas de retour. C'est-à-dire qu'ils nous disent pas, bah voilà, cette PAF-là, elle est complète, le format est correct, correspond exactement à ce qu'on attend, ou à l'inverse, c'est pas le cas, il nous manque ça ou ça, on sait pas. Là, ce qu'on imagine, pour échanger notamment avec les directions les directions de l'administration fiscale plutôt à Paris, c'est qu'en fait, ils récoltent un max d'informations, ils sectorisent en fonction des secteurs d'activité ou des tailles d'entreprise, et ils sont en train d'établir leur modèle type. Comme ça, quand demain, dans peut-être, je sais pas, quelques années, peut-être 3, 5 ans, ils viendront dans telle entreprise avec telle typologie d'activité, ils auront des attentes. Et si c'est pas décrit comme tel dans la documentation, là, ils iront creuser. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser les contrôles. Donc voilà pour l'importance de la PAF. Je regarde un peu tout ce qu'on vous a mis sur, alors nous, de la PAF, je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment fournir quelque chose de très visuel, pas trop lourd, pas les 80 pages. Il faut décrire des contrôles qui existent vraiment. S'ils n'existent pas, on ne les décrit pas, parce que l'administration fiscale peut vous demander, enfin, normalement, vous avez l'obligation de faire un crash test. Enfin, nous, on appelle ça un crash test, ou un test de cheminement, pour dire plus. Le test de cheminement, en fait, c'est, et vous devez l'archiver en plus. L'administration nous dit, vous nous fournissez la PAF, très bien, mais moi, je veux que vous me prouviez que ce qui est décrit dans la PAF, c'est bien la réalité. Donc, elle peut vous dire, bah voilà, je veux que sur telle facture, vous remontiez toute la chaîne documentaire et que vous me ressortiez tous les documents correspondant à cette facture. Et si vous m'avez dit qu'il y avait un contrôle qui était fait entre le bon de commande et le bon de réception, eh bien, prouvez-moi que vous l'avez fait. Et donc, il faut avoir documenté ces contrôles. Ça peut être un tampon sur un document sur le bon de réception qui est archivé. Voilà, il n'y a pas de règle prédéfinie sur la typologie et la formalisation des contrôles, mais vous devez justifier en cas de contrôle en plus de la PAF. Donc, je regarde pour voir si je vous ai tout dit. Sur la méthodologie des contrôles à réaliser, il faut que vous indiquiez tous vos contrôles à la fois pour la phase achat et pour la phase vente. Et pour que vous soyez très clair, parce que c'est ce qu'attend l'administration fiscale, hein. Je vous rappelle que l'objectif de cette documentation, c'est d'éviter la fraude. Pour éviter la fraude, il faut la mettre en place des contrôles. Donc ce sont ces contrôles-là que vous devez décrire, et vous pouvez le faire sous format de tableau, hein. Ce qu'on a fait là, vous pourriez reprendre, voilà, sur la phase achat, je viens contrôler les données du fournisseur, c'est des exemples, hein. Qui fait ces contrôles? C'est le service de comptabilité client au fournisseur. Quelle est la typologie du contrôle? On va contrôler, alors c'est succinct, hein, parce que contrôler la validité du numéro de TVA, notamment, quand à chaque tout nouveau fournisseur,
Et quand est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le réitérez? Normalement, il faut le faire tous les ans, c'est l'idéal. Mais c'est très peu, souvent, c'est pas possible. Et comment est-ce que vous faites ce contrôle? Ben, on va sur le site VIES et je conserve la preuve de ma vérification en imprimant, en faisant un imprimé écran et en conservant ce document. Ça, c'est un exemple de contrôle. Et alors les différentes étapes, je vais pas d'abord il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, donc oui, j'ai vu une main se lever. Ouais, par rapport à récupérer les validités de numéro de TVA, Oui. ben, c'est quand même de l'utopie, ça, non? Quand on a un panel de 15 000 fournisseurs, ou alors moi j'embauche une armée de Mexicains pour le faire, parce que Alors oui, je suis d'accord avec vous quand les flux sont enfin le nombre de fournisseurs est très important. Je sais que c'est très compliqué. Pour autant, alors il y a 2 choses. Pour autant, il y a des contrôles qui sont plus ou moins attendus par l'administration fiscale et celui-ci en fait partie. Elle attend effectivement que vous validiez pour chaque fournisseur son numéro de TVA au moment de la création de la fiche fournisseur. alors ça j'entends. À l'initialisation d'un nouveau fournisseur, on a, outre ce numéro-là, on a le callback de l'IBAN, de le machin, tout le bazar, ok. Mais dans la durée de vie du fournisseur, nous, on n'y revient jamais. On n'y revient jamais. Ah non. Et alors, mais je sais, hein, parce que vous n'êtes pas enfin voilà, j'entends souvent ce type de remarques et vous avez raison et je le comprends. En Oui, réalité, en pratique, j'entends. vous avez des logiciels vous avez oui, des logiciels de vérification automatique de ces contrôles. Je vous dis pas qu'il faut le faire, hein. Je vous dis juste que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se dotent d'un outil et toute la nuit, toutes les nuits, l'outil, est en charge automatiquement de revalider les numéros de TVA de tous ses clients et de tous ses fournisseurs. C'est une mise à jour, quasi instantanée des numéros de TVA. Alors je dis pas que c'est que vous devriez faire. Moi, ma recommandation est la suivante. C'est de vérifier. Alors moi déjà, enfin, déjà si vous le faites annuellement, et moi je le ferai pas sur tous mes fournisseurs, je le ferai sur mes fournisseurs les plus significatifs. Là où j'ai le plus d'enjeux. Je vous donne un exemple, c'est arrivé à un de mes clients. J'ai une de mes clientes qui a reçu une facture de la part d'un de ses fournisseurs sur des travaux immobiliers. Le montant était important. Et donc elle avait une facture avec TVA française. Bon, très bien. Donc le montant de la TVA dont elle allait demander le remboursement, si elle payait, allait être important. Et puis en fait, elle avait entendu dire que elle a été étonnée de recevoir la facture de ce fournisseur directement parce qu'elle avait entendu dire que, enfin, je sais pas comment elle l'avait su d'ailleurs, mais que ce fournisseur avait été liquidé, la société avait été liquidée, ou était en cours de liquidation. Et quand elle a vérifié le numéro de TVA, bah, il s'est avéré que le numéro n'était plus actif parce qu'il avait été radié. Alors après, je sais pas s'il a émis cette facture à juste titre, voilà, je suis pas rentrée dans le détail, mais toujours est-il que si elle avait payé le montant avec TVA, alors ce fournisseur-là n'aurait pas pu verser la TVA auprès du Trésor puisqu'il était radié, il ne pouvait plus déposer de déclaration de TVA. Et donc elle n'aurait pas pu nécessairement obtenir le remboursement auprès du Trésor de la dite TVA, de la facture d'achat. Donc sa vérification a permis en fait d'éviter in fine un risque qu'elle aurait dû porter. Donc moi, ce que je peux vous dire, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de pas la faire tous les 6 mois, de sélectionner tous les ans vos fournisseurs les plus impactants, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous avez le plus de montants de TVA déductibles pour la partie fournisseur, et de faire ce contrôle uniquement sur ces fournisseurs. Et les plateformes de PDP ne prévoient pas de le faire en automatique avec la mise en place de l'annuaire. Alors c'est possible qu'ils le prévoient. Honnêtement, je sais, ce serait
très bien, mais je sais pas s'ils ont j'imagine qu'ils auront cette capacité, mais là, je peux pas vous dire que ce sera systématique. Je peux pas vous dire et ça, c'est pour la partie achat, oui, mais pour la partie vente, ça va pas marcher parce que pour la partie vente, alors pour la partie vente, en franco-français, ils pourront certainement le faire, j'imagine. Pour la partie vente, mais à l'international, par exemple, si vous vendez notamment dans l'Union européenne, vous devez également valider ces numéros de TVA. Pourquoi? Parce que si vous vendez dans l'Union européenne, il se peut que vous n'ayez pas de TVA à facturer. Pour autant, vous devez justifier que vous avez validé le numéro de TVA intraco de votre client italien, par exemple, parce que ce client-là en Italie, il est censé payer la TVA en Italie. Et si vous n'avez pas un numéro de TVA en bonne et due forme en Italie, qui est valable, vous devez facturer de la TVA française. Et là, la plateforme de dématérialisation ne sera pas capable de valider ce numéro de TVA dans l'Union européenne. Pas encore, en tout cas. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la facturation électronique, elle ne porte que sur des flux B2B franco-français. Donc, pour tout ce qui est international, vous conserverez cette obligation de vérification. Mais je pense qu'il faut raisonner, il faut être pragmatique et se demander où est votre risque. Et commencer par limiter votre risque en faisant les contrôles sur les flux les plus impactants. Donc dans un premier temps, je vais essayer de finaliser cette partie-là. Donc sur là on était sur l'identification des grandes étapes. Dans un premier temps, c'est identifier tous vos flux. Tous vos flux achats et ventes et faire la cartographie de vos flux. Qui dit cartographie, c'est de dire, OK, où est-ce que j'achète? En France, à l'étranger? Où est-ce que je vends et à qui je vends? Et quel est le traitement TVA que je réalise, que j'applique à chacune de ces opérations et quelles sont les mentions sur facture qui sont obligatoires? L'idée, c'est dans un premier temps de faire cette cartographie et de se demander si votre traitement TVA est correct. Ça, c'est des missions. Alors ça, nous, on fait ce type de mission. C'est des missions qui sont pas coûteuses, pas très coûteuses, qui prennent pas nécessairement beaucoup de temps, mais c'est le point d'entrée, c'est un élément primordial, préliminaire, à la fois pour la facturation électronique et pour la PAF, la cartographie et la validation des traitements TVA appliqués. Là, vous voyez l'identification des flux, bah, après vous les répartissez, ça vous permet après, comme on disait tout à l'heure avec Franck, c'est de dire que bah voilà, à chaque typologie d'achat, eh bien, je viens cartographier. Oui, Et quand on parlait de cartographie, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est on a fait une cartographie informatique des codes de TVA, c'est c'est-à-dire très bien. à chaque compte de TVA, on a fait une cartographie informatique pour identifier dans notre ERP tous les flux qui étaient liés à un compte de TVA. Et en fait, on a sorti dans le système informatique toutes les codifications avec les codes, avec le taux, avec le processus. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte de l'administration pouvait demander Mm. en disant bah, OK, vous parlez de code TVA, mais montrez-moi que votre système informatique il est conforme à ce code de TVA et qu'en fait, vous enregistrez bien. Donc, vous avez une documentation informatique qui associe des processus et notamment pour tous les rapports qu'on utilise nous pour faire la TVA, où on sait que s'il y a des codes derrière et que et ça va aller jusqu'à qui a accès à ces codes, quelles sont la sécurité, comment on peut les modifier, quelle est la personne qui a les droits de les rajouter, de les modifier et donc en fait ça suppose quand même une grosse cartographie de l'ERP. Ouais, il faut revoir le paramétrage. Enfin, en fait, il faut regarder comment votre TVA et les traitements TVA sont paramétrés dans votre outil. Oui. Et c'est exactement ça. Mais vous avez complètement raison. Parce que, en fait, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut 3 volets pour avoir une très bonne documentation PAF, là, vous êtes dans le volet à la fois TVA et système d'information, outils applicatifs. On vient finalement, c'est la rencontre des deux thèmes, en fait. Certes, je dis que j'applique tel et tel traitement TVA. Très bien.
Mais vous venez justifier que c'est paramétré comme tel dans votre outil applicatif. Donc l'erreur est... Enfin, vous venez justifier auprès de l'administration fiscale que l'erreur est très limitée, que vous avez très bien paramétré, et que donc vous venez valider que les factures que vous émettez, que vous recevez, elles sont correctement comptabilisées, et que et ce qui se déverse dans la déclaration de TVA est correct. Et Et ça peut être compliqué quand vous avez des, par exemple, nous, on a des ERP qui sont multi-sociétés, différents pays. Et c'est vrai que c'est important justement de dissocier, par exemple, des ERP où vous êtes à la fin, enfin, en Allemagne, en Europe ou en France ou dans d'autres pays. Et c'est vrai de dissocier qu'il y a une cartographie avec des codes TVA qui sont associés au pays aussi. Parce que par exemple, en Allemagne, vous disiez au début, l'Allemagne demande aussi une piste d'olive, donc il faut bien spécifier que c'est les taux, la cartographie, elle est propre au pays, même si c'est le même ERP, parce que souvent, quand on prend des ERP type Oracle, SAP ou ce genre de RP, on va dire, internationaux, il se peut qu'il y ait des codes qui soient partagés. Et c'est justement la difficulté bien spécifiée que c'est lié au pays. Et donc, il y a un accès pays, donc que la France ne peut pas modifier l'Allemagne ou inversement. oui, tout à fait. Donc, il y a des contrôles interpays pour vérifier qu'il n'y a que les gens qui sont censés avoir la connaissance de la TVA et qui font la TVA du pays qui peuvent modifier Peuvent modifier. Ok. et qui ne changent pas les mentions sur les factures. Enfin, c'est un genre de subtilité où ça peut arriver très vite dans un ERP. Si les accès ne sont pas protégés, ou quelqu'un fait une erreur, une modification par erreur, quoi. Donc c'est vrai je le partage parce que nous, on s'est rendu compte qu'on avait quelques modifications à faire justement pour sécuriser bien les accès et limiter les accès pour limiter le risque d'erreur, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et ça, le fait que vos accès soient limités, j'imagine que vous l'avez fait, mais je le Oui. précise, il faut que ce soit indiqué dans la PAF. Il faut que dans la PAF, vous décriviez bien, voilà, les modifications possibles sur les factures, voilà, les droits ne sont donnés qu'à telle ou telle ou telle personne. Et comme ça, vous venez clairement prouver à l'administration fiscale que la modification des factures, elle n'est pas possible. Ou par très peu de personnes, ou par des personnes qui ont la connaissance. Oui, Donc, et donc il faut c'est vrai que à chaque fois on tire un peu une ficelle parce que dans ces cas-là, il faut donner le processus informatique de suivi des modifications des accès et la traçabilité d'audit si demain on vous demande est-ce que vous êtes en mesure de sortir tous les mouvements qu'il y a eu sur une personne et ses droits au cours de l'année précédente, est-ce que les droits n'ont pas été modifiés entrée-sortie pendant une... Et Donc ça, ça va. vous aviez ça, une documentation plutôt IT sur ces thèmes-là que vous auriez pu mettre en annexe? Nous, on l'a mis en annexe, on a fait une cartographie de sécurité et on a mis aussi tout ce qui était charte d'accès, Tout à y fait. compris livret d'accueil des personnes pour savoir ce à quoi elles avaient le droit et leurs limitations d'accès. Et donc, on a mis aussi ce genre de document qui est donné à chaque fois qu'il y a un accès utilisateur où il y a des vérifications, des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de séparation de tâches ou problème d'accès. Pour qu'il y ait à chaque fois quelqu'un qui fait, quelqu'un qui contrôle, que ce ne soit pas la même personne. Contrôle. Ouais, très bien. Ouais. Non, c'est très très bien. Enfin, c'est exactement Ah ouais. ça. Et là, vous voyez, il y a l'effet un peu contrôle interne. C'est la personne qui modifie n'est pas celle qui contrôle. Donc, vous voyez, il y a quand même tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Mais c'est parfait ce que vous avez fait. Enfin, j'ai pas vu Alors, la PAF, mais on était Serban-Oxley, donc ça aide aussi. Hein, donc, oui. c'est un peu dans le même esprit. Hein. Ouais, mais c'est très bien. C'est exactement ça enfin, que l'on fait aussi. Je regarde ce que je vois là. Je veux être sûre que je vous ai tout dit. L'idée, effectivement, comme on vient synthétiser un petit peu, l'idée, c'est de cartographier vos flux achats et vos flux ventes. Il faut décrire chacune des tâches qui sont réalisées pour chacune des opérations. Il faut identifier pour chaque étape eh bien, les contrôles que vous réalisez, toutes les démarches qui sont réalisées.
Voilà, et l'idée, c'est vraiment de schématiser tout ça pour que ce soit plus lisible, en quelque sorte. Là, j'ai pas le temps, mais d'habitude, je fais faire un petit exercice. C'est de vous amener à cartographier. On vous décrit des process et on vous amène à les cartographier très succinctement. En fait, on se rend compte que déjà, c'est pas très compliqué, hein, ça se fait assez facilement et c'est beaucoup plus lisible. Là, pour finir, on vous a mis un exemple des contrôles qui peuvent être attendus. Bon, en réalité, bon, je ne l'ai pas mis là, mais je pourrais le rajouter. J'ai l'habitude de... En fait, on s'est amusé à faire une sorte de roue de la fortune de tous les contrôles qui pourraient être attendus par l'administration fiscale. C'est dans le monde parfait, dans un monde parfait, c'est assez énorme, c'est hyper conséquent. Pour justifier, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, AIL, donc l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité, tous les contrôles qui pourraient être associés à chacun de ces 3 critères, c'est énorme. Donc là, on vous en a mis quelques-uns. Si vous voulez, je pourrais rajouter cette fameuse roue qui pourrait encore être complétée aujourd'hui, mais c'est pas pour vous faire peur, mais ça vous donne des idées en vous disant, bon, ok, donc sur ce critère-là, quel contrôle nous on réalise, ça vous donne déjà, ça peut vous rassurer aussi. Donc là, l'idée, c'est notamment de vérifier que les données de facturation sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas pu être modifiées. Il faut justifier que la facture a été adressée au bon destinataire, à votre bon client, et une seule fois, qu'il n'y a pas de risque de doublon dans les factures d'achat ou de vente. Il faut aussi pouvoir prouver auprès de l'administration fiscale que la facture, elle comporte toutes les mentions obligatoires. Sinon, il y a la sanction des 15 € par mention qui peut s'appliquer. Il faut justifier que la facture que vous recevez ou que vous émettez, elle correspond bien à une opération économique. L'idée, c'est d'éviter les risques de fraude. Et qu'il y ait une facture qui soit reçue. Et en fait, c'est des factures qui correspondent à aucune opération, à aucune prestation. Donc, c'est pour ça qu'il faut justifier du bon de commande, du fournisseur, etc. Et donc, je vais essayer de synthétiser. L'idée, c'est vraiment, à mon sens, donc la documentation, c'est une vraie documentation selon le format que vous souhaitez. Nous, on a des modèles parce qu'on en a fait tellement qu'on a établi des trames, on a des outils pour éviter que nos clients partent d'une... Parce qu'on a remarqué qu'il y avait le fameux syndrome de la page blanche. Donc, ce que nous, on propose à nos clients, c'est des outils, c'est une trame avec voilà, une trame aussi de logigrammes pour que vous puissiez partir de quelque chose. Mais ce dont on s'est aussi très vite rendu compte, c'est que notre trame, on a vraiment fait une trame, hein, vraiment introduction, vraiment très détaillée avec des titres, des sous-titres pour être sûr que vous ayez envisagé toutes les informations attendues par l'administration fiscale. En fait, on s'est rendu compte qu'à chaque client, il y avait une documentation propre. En fait, il y a pas de, vous pouvez pas copier-coller. C'est en fonction de ce qui existe déjà chez vous en interne, des documents qui existent déjà chez vous en interne, en fonction de votre activité, de votre taille, en fait, et pour essayer de faire quelque chose qui vous soit qui soit efficace pour vous, que vous puissiez utiliser, je vais pas dire au quotidien, mais quasiment. Eh bien, on s'est rendu compte que tous nos clients se l'appropriaient. Et puis, ça leur servait de base, mais ils le modifiaient pour que ça leur parle. Ils introduisaient souvent des schémas, par exemple la description de l'activité de la société. J'ai plein de clients qui font des screenshots de ce qui existe ou qui copie-collent des prêts clients qu'ils ont faites et ils intègrent ça directement dans la PAF. L'idée, c'est pas de faire quelque chose un peu scolaire, très propre, machin. Non, l'idée, c'est que ce soit parlant, efficace, clair, qu'il y ait toutes les infos. Donc, si vous avez des schémas, déjà des cartographies toutes faites, n'hésitez pas à l'intégrer dans la PAF, soit dans le corps principal de la documentation parce que ça parle de l'activité, ça permet de comprendre très précisément à qui vous vendez, à qui vous achetez, dans quel pays, et vous l'intégrez directement, soit en annexe, parce que ça permet d'aider à la compréhension. Voilà. Donc il y a pas encore une fois, sentez-vous libre de commencer à rédiger, voilà, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup cet effet-là, un peu, on a l'impression qu'il y a une montagne qui nous attend, et en réalité, c'est un exercice que moi, je trouve très vertueux pour les entreprises, et qui prend du temps, certes, mais qui limite quand même les risques en cas de contrôle.
Je peux partager juste une expérience parce que nous, on l'a fait. La première chose, c'est que c'est une gestion de projet parce que ça Oui. prend énormément de temps et en fait, on s'est rendu compte, que tous les services étaient impliqués. Donc en fait, on était obligé aussi de parler de gestion de projet, la personne qui l'a fait, qui gérait, c'était la personne qui était en charge de la TVA. Mais en fait, il y avait besoin de support pour s'assurer que tous les services suivaient. Donc Oui. vraiment, comme beaucoup de communication, pour s'assurer que les services communiquaient. Et ce qu'on a fait après, c'était enfin 2 personnes de la finance qui ont retesté toute la piste d'audit, Ah, très sous bien. base d'une page blanche, en disant: «Je refais le flux depuis le départ. Est-ce que j'arrive à la même, est-ce que j'ai la même description? Ou est-ce que» en fait, on l'a fait comme si c'était, des personnes qui arrivaient dans l'entreprise qui n'y connaissaient rien. Ils disaient: «Voilà, Parfait. on vous montre». Et on a poussé le bouchon, un peu loin puisqu'en fait, on a travaillé, mais je ne citerai pas le cabinet, on l'a fait tester par un inspecteur des impôts, carrément à la fin. Et alors, Et et le retour a été il oui, oui, le recours, alors plus sur la mécanique en elle-même, hein, c'était plus, mais ça répondait aux fondamentaux. Après, sans rentrer dans je dirais, un contrôle absolu, mais en fait, ça répondait dans le principe, aux fondamentaux attendus, à la fois beaucoup de détails, mais une synthèse. C'est un des points qui nous a remonté. Surtout pas aller trop dans le détail. Si vous allez trop dans le mmh, détail, ça va poser, donc il faut synthétiser, mettez moins de points, faites quelque chose qui soit plus pragmatique et qui attire, ou qui soit vraiment avec des points de contrôle, quoi. On nous a mis l'accent dessus. Mettez des points de contrôle ouais, et qui soient et surtout, si vous le mettez, démontrez-moi derrière que ça marche, que le contrôle il est en place. C'est surtout ça, quoi. S'il y a ouais, pas Si tout à vous mettez fait. un contrôle et qu'il n'existe pas, votre pièce d'audit, elle est Elle pas est bonne, pas quoi. fiable. Ouais, Non, vous elle est êtes pas vous fiable. remettez c'est un peu un aveu ouais, moi Donc j'aime pas c'est la il faut trouver difficulté le juste de trouver milieu. le juste milieu où est-ce que je m'arrête et puis des fois, on se dit: «Vaut peut-être pas le mettre parce qu'on n'est pas est-ce qu'on serait capable de le démontrer ou pas?» En fait, Et c'est puis ça. Il faut en c'est dire vraiment, suffisamment pour qu'ils aient l'impression d'avoir toute l'info, mais pas trop non faut plus. pas D'une part trop, parce voilà. qu'il faut pas simplifier, non plus leur travail, parce qu'à un moment donné, voilà et parce que des fois, plus vous en donnez et plus vous soulevez les zones de risque. Donc si vous n'êtes pas Ouais. sûr, si le contrôle est pas bien alors là, il y a 2 écoles aussi. J'allais dire si le contrôle est pas bien formalisé. Il y a des fois des clients qui me disent: «Je fais le contrôle, mais je le formalise pas». Donc bon, déjà je leur dis: «Bah, faut le formaliser». Hem, mais là, moi, je le mets quand même le contrôle, même s'il est pas formalisé, parce qu'il est quand même existant. Par contre, un client qui me dit: «Bah, il faudrait que je fasse ce contrôle, mais je le fais pas» et ben, on n'en parle pas dans la PAF. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que, c'est pour ça que je vais rebondir. En fait, on s'est rendu compte qu'on a utilisé la PAF comme le FEC. Je sais pas si vous Ah tous vous oui, faites le FEC. Nous, on fait oui. un FEC, mais on a un deuxième FEC analytique. En fait, on fait un FEC plus loin et qu'on utilise pour les CAC. Alors, c'est pas les mêmes formats, mais on s'est dit: «Tant qu'à faire quelque chose qui est un peu, on va dire, un peu chiant, pour pas dire autre chose, autant l'utiliser pour nous, quoi». Ouais, vous Donc avez raison. on a une version, qui est pas la même, mais qu'on utilise nous, mais qui suit pas les mêmes règles de documentation. Mais c'est quand on donne quelque chose à l'administration, on lui donne qu'un bout, on lui donne pas tout, en fait. Comme ça, Ouais. Ouais, mais vous avez raison. Je pense qu'il faut, oui, oui. parce que je pense que le fait qu'un jour l'administration, peut-être mettra un peu d'analytique, je sais pas si c'est au goût Ah du oui, jour, oui, oui. Si, 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 ça va pas tarder. Si c'était pas mais déjà le cas, c'est un peu le mais risque là, je pense, hein. ouais, Notamment pour ce qui va au desktop, enfin, tout ce genre de subtilités, et on se rend compte, et là, ce sera mon dernier point. Nous, moi, j'ai eu pas mal de contrôles, fiscaux dans ma carrière, et j'ai eu, un contrôle fiscal par, une formatrice formatrice en IA de OK. l'administration fiscale. Ça décoiffe. C'est assez, on est vraiment analysé, enfin dans les détails, c'est impressionnant. Alors c'est très bien aussi parce qu'ils vont vraiment, c'est vraiment, enfin, avec des elle nous a expliqué en plus, elle nous a montré l'outil qu'ils utilisaient. C'est assez puissant en termes de TVA, Ouais. et de contrôle, mais ça a l'avantage d'être très rapide, quoi. Mais du coup, elle ciblait quand même là où il y avait des enjeux? Parce que
aussi pour eux, le fait d'aller dans le détail, potentiellement, ça peut leur... Alors, je vais pondérer, je pense que c'était la première année où l'administration fiscale utilisait des outils IA vraiment très sophistiqués. Ok. Et donc, je pense qu'elle se formait surtout, enfin, elle est partie un peu dans tous les sens pour voir les possibilités ultimes de son outil. Et ils C'est sont énorme. partis, c'est vraiment énorme. Et quand ils attaquent sur de la base foncière, sur des mouvements d'inventaire, enfin, je veux dire, c'est leur possibilité. Et c'est plus des fiscalistes, c'est des ingénieurs. Et vous avez raison. Nous, on est... ils recrutent davantage d'ingénieurs informatiques que de fiscalistes. En fait, ils recrutent des ingénieurs qu'ils forment à la fiscalité. Là où nous, on est formés à la fiscalité et on n'est pas formés pour tout ce qui est outils. Alors, moi, j'essaie de me former de mon côté, mais sur la partie IT, je dois faire appel à mes collègues spécialisés. Je ne sais pas le faire. C'est-à-dire ils sont plus forts que nous pour aller chercher les trous dans la raquette à certains, enfin, dans vos outils applicatifs, quoi. Ouais. Et quand on a fait la piste d'audit, en fait, on s'est rendu compte de choses qu'on oublie parce qu'on met un ERP, il y a des paramétrages qu'on oublie, des Ouais. fois on met des choses et en fait, enfin, nous, on l'a vécu comme un outil pour nettoyer un peu un petit peu tout ce qu'il y avait d'historique, on savait plus trop que c'était là, des setups qu'on avait oubliés ou enfin, Ouais, mais c'est bien, hein, Après, c'est ce que j'essaie de vous démontrer là pendant cette présentation, c'est que on peut le voir comme une pure obligation fiscale, contraignante, mais en réalité, ça peut avoir un aspect vertueux. Vous faites un peu le ménage aussi dans ce qui a été fait historiquement, mais qui sert plus, les zones de risque. Du coup, vous pouvez venir corriger avant les contrôles si vous identifiez des risques, des factures qui sont pas émises en bonne et due forme. Enfin, ça vient vous sécuriser aussi, quoi. Mais c'est un projet, je pense qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire le Il temps faut à un chef passer de dessus projet et et il faut vraiment faut le vous avez gérer comme mis un combien projet de à part. temps? Alors nous, on a commencé un peu sous la pression, pour être franc, hein, comme tout le monde, Oui. contrôle fiscal. Donc on s'est dit on va s'activer. Et puis en fait, c'est pas parti là-dessus, mais on s'est dit on a commencé, on va aller jusqu'au bout. Et après, on s'est dit tiens, on va comparer toutes les sociétés, parce qu'on a nous les sociétés françaises. Puis on s'est dit on va faire la piste audit à l'envers, c'est-à-dire on va en prendre une qui était à la fois certification douanière, OEA, enfin OA, SOX et tout ça, en disant qu'on était dans l'extrême. Et puis après, on s'est dit, bah, ça va être notre standard et on va répliquer la piste d'audit dans d'autres sociétés en disant, D'accord. est-ce que vous faites, alors avec des spécificités propres au business de chaque société, mais en disant, on va partir que ça, c'est notre standard qui passe un contrôle fiscal. Donc si on réplique, et puis après, on s'est dit, tiens, ben, pourquoi il y en a qui font comme ça en termes de TVA? Après, on s'est rendu compte sur les notions de mention de facture. Donc, du coup, ça nous a permis de partager entre toutes les sociétés pour voir pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas de la même façon. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des raisons et puis essayer de prendre des bonnes pratiques. Donc, ça a permis aussi de. Et puis, en plus, nous, on avait des gens qui partaient à la retraite Ah oui, bah et oui, voilà. grosse difficulté, donc ils partaient à la retraite avec toutes leurs connaissances. Et donc, on a profité pour faire cette documentation complète euh, et testée par des gens qui arrivaient pour voir, s'assurer qu'on n'avait pas de déperdition d'informations. Parce que là, en fait, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses dans la tête des gens, mais qui n'étaient pas écrites, quoi. Ouais, bah oui, 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 exactement. Donc, ça a permis de clarifier les choses et surtout de donner un outil quand on a des nouveaux recrutés pour comprendre les principes, quoi. Donc ça, ou quand on change les règles. Donc, mais on a passé énormément de temps, hein. Enfin, c'est un projet qui a duré une année chez nous, hein. Ouais, c'est à peu près ça. C'est entre 9 et 12 mois, effectivement, en Le fonction. début et la fin, à peu près un an chez nous. Ouais, ouais, Et après, il ne faut pas sous-estimer les mises à jour, Oui, effectivement. parce que là, on parle du projet d'initialisation, et ça, ok, on a vécu la même chose. Par contre, après, c'est de penser aux mises à jour, parce que on oublie qu'on a bougé un bout quelque part, ou qu'on a changé un outil quelque part qui réagit pas tout à fait comme ce qu'on a décrit dans l'épisode fiable. Exactement. Et ben, là, c'est un projet, le fait de changer le petit bout de truc, mais on pense pas
à rectifier. Et les mises à jour, nous, on a passé aussi pas mal de temps. Là, on va passer sur S4. Là, bah, il y a des trucs qui changent, quoi. On Ouais. était sur SAP CC, on passe sur S4, qui reste SAP. Bah, il y a des philosophies qui changent un peu. Et là, on est obligé de quasiment pas tout réécrire parce que on est feignant. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup aussi à penser sur les mises à jour, hein. Et Je pense, à chaque fois, on oublie des trucs. je pense que c'est le plus compliqué là, parce que quand il y a une gestion de projet, on est sur la nouveauté, on a un certain Exactement. engouement, voilà, il y a un côté, on a fini, on pose le Ouais. truc à côté. Puis après, en fait, donc nous, on s'était dit, nous, on a associé ça à un objectif d'une personne tous les ans, en disant c'est la C'est personne bien. est responsable. Après, c'est toujours difficile, hein. Parce qu'on rentre dans la routine et puis à chaque fois, on ne sait pas trop ce qui a été changé. Donc ça suppose de refaire le tour sur tout. Et en fait, nous, on se posait la question, et là, c'est peut-être ma question, c'est comment ça se passe quand on a un changement en cours d'année? Est-ce qu'on est censé avoir une piste d'audit, multi-pistes d'audit dans l'année ou pas? Non. Non, bah, si ça arrive en cours d'année, ah oui, non, mais en même temps, oui, on l'a fait. Ça nous est Normalement, arrivé. on est. Ça nous est arrivé et on a fait. Ça nous est arrivé. Comment on a fait? On a fait 2 pistes d'audit, avant et après le changement. Mais on était au titre de l'exercice. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On l'a eu une fois, mais c'était au moment de l'initialisation de la documentation. Donc, on a fait 2 documentations, une pour le passé et une pour l'avenir. Et sur un exercice, j'ai envie de vous dire, normalement, vous devriez en avoir 2, du coup, une pour les 6 premiers mois, je dis n'importe quoi, et l'autre pour les 6 autres mois. Mais si déjà vous en avez une, moi, ce que je ferais, c'est déjà faire une nouvelle PAF actualisée sur la base du nouvel outil, déjà. Mhm. Et puis pour la période d'avant, c'est de se dire, bah, ça va peut-être pas, je reprends celle de l'année dernière. Je sais pas si je suis très claire. Si, si, non, non, Et j'aurais mais pris celle de l'année dernière juste en mettant bah, jusqu'à le 24 avril 2025. Voilà, ça n'a pas changé. Et à compter du 25 avril 2025, on part sur le nouvel outil. Et là, je décris le nouvel outil. mhm. On fait ça comme ça. Il paraît très logique en Mm, termes de. euh, mais mm. ok. Mais nous, on ne nous l'a jamais demandé, en fait, pour l'instant. Donc, euh, c'est quoi le ratio à peu près dans les contrôles? Euh, Là, je dirais entre 30 et 40% on nous demande la PAF. Mais D'accord. majoritairement, on ne nous la demande pas. C'est pour ça que nous, on en fait quelque chose on essaie d'en faire quelque chose enfin, il faut que ce soit un outil autre que destiné au contrôle fiscal, parce que ça intéresse personne, en fait, c'est pas Non. très motivant de se dire, je vais passer un an sur un projet qui est uniquement destiné à être utilisé par l'administration fiscale en cas de demande. Sauf que des fois, les enjeux sont tels, c'est 3 années de TVA déductible, hein, donc les enjeux sont tels qu'il faut quand même le faire. Donc on essaye de tourner ça en faisant un outil, comme vous dites, on en fait 2, paf, on en fait un outil à usage interne où on décrit tout et ça, on explique tout aux nouveaux collaborateurs, par exemple, qui vont intégrer l'entreprise. Mais il faut en faire il faut s'en servir pour autre chose. Nous, on a commencé toute la partie invoicing avec automatisation, puisqu'en fait, nous, en Allemagne, ils sont déjà dans l'obligation de recevoir, donc on a répliqué sur la France. Et en fait, on s'est rendu compte que la piste d'audit a été intéressante à le faire avant, Oui. parce que du coup, quand on peut enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser et qui a vraiment de la valeur ajoutée quand on commence à rentrer dans l'e-invoicing, en fait. Oui, tout à fait, mais c'est un préliminaire, enfin c'est un outil, comme je Quelque dis, part, c'est ça le devrait 2 être fait dans 1. avant, même. Euh, Ouais, c'est le préliminaire à la dématérialisation. Si vous avez ça, après la dématérialisation, ça roule beaucoup plus facilement. ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions? Non? Non, Donc, merci, c'est très clair. Ouais, c'était très intéressant. ce que je vous propose, c'est, je vais envoyer à Laetitia, enfin, je ne sais pas comment elle veut qu'on procède, mais je vais voir avec elle le support.
Et Ouais. vous avez mes coordonnées, du coup, si jamais vous avez des questions voilà, si vous souhaitez en échanger de manière un peu plus détaillée, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail. Ce serait avec grand plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous, merci pour Merci. votre participation. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Bonne soirée à tous. Merci, bonne À soirée. bientôt, au revoir. Bonsoir à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.